Madame, Monsieur, bonsoir. Vous avez reconnu la musique, mais pas l'habillage, c'est le duel. C'est un spin-off de l'Arène. C'est une émission que nous sortons de l'Arène en des raisons importantes. Lorsque le sujet est important ou lorsque l'occasion nous l'impose, nous sortons le duel de l'Arène. Nous sommes rendus à la 7e édition du duel. Je vous invite ce soir à parler du mandat impératif et de ses effets sur le code électoral et ses effets sur les modes d'investiture des candidats par les partis politiques à la prochaine présidentielle. Ce sera avec deux sémillants juristes, deux enseignants, l'un de l'université de Tchang, l'autre de l'université ici à Douala. Je vous invite, mesdames, messieurs, à écouter et à suivre la présentation des protagonistes de ce duel. Cela fait par Haroun Nazira. La machine tarde à suivre, la technique aussi. Normalement, c'est avec l'habillage des protagonistes, mais nous y allons. Bonsoir, Haroun Nazira. Bonsoir, Alors, bonsoir, on a qui dans le duel ce soir? Alors ce soir, vraiment, c'est deux professeurs qui ont la tête pleine, mais surtout qui sont pleins de connaissances. Je commencerai par le premier. Depuis janvier dernier, il a accédé au grade de professeur HDR et maître de conférence. Ambroise Luison Isomba est un enseignant de droit public et surtout, il est juriste publiciste. Amoureux de la vie et surtout très amoureux de sa moitié, il n'arrête pas de dire que sa partenaire a été celle qui l'a soutenu depuis le début. Il faut dire qu'il officie à l'université de Douala depuis 27 ans déjà. Époux et père de famille, il est père de 5 enfants et sa famille occupe une grande place dans sa vie. Il faut le savoir, Rodrigue, s'il n'était pas homme de droit, il aurait choisi d'être journaliste lors des événements à l'université de Douala. C'est qu'avec plaisir qu'il récupère le micro et joue le rôle de modérateur. C'est avec fierté qu'il choisit également d'occuper ce poste-là pour faire plaisir à toutes les personnes qui vont l'écouter. Ce soir, professeur Luison Isomba, spécialiste en droit administratif, rentre dans le duel pour défendre son idéologie. Selon lui, un parti sans élu à l'issue des dernières élections ne peut investir et les ralliements d'élus n'ont aucun effet rétroactif sur la qualité juridique d'un parti pour une présidentielle. Bonsoir et bienvenue dans le duel. Bienvenue, professeur. Nous vous accueillons sur ce plateau. Isomba. Merci. Merci. Bonsoir. Merci, nous vous accueillons sur notre plateau. Merci de cette jolie présentation à Haroun Nazira. Bienvenue, vous vous installez confortablement. Merci. Et le deuxième invité ce soir pour le duel, Haroun. Le deuxième invité, c'est également un invité de choix. Moïse Tim Chung est un professeur titulaire des universités agrégées de droit privé et sciences criminelles de 1994 à nos jours. Il enseigne à l'université de Tchang. Sorti major de sa promotion en 2016, il a actuellement à son actif près de 4 publications scientifiques. Et pour les pères de famille, il faut dire que sa famille occupe une place de choix, c'est sa priorité dans la vie. Il est également l'initiateur d'un projet intitulé Le droit du 237 qui met le droit à la portée de tous sur les thématiques couramment vécues dans la société. Ce soir, professeur Moïse Timtua défend également une idéologie, lui qui est spécialiste en droit processuel, défend l'idée selon laquelle le mandat impératif étant nul en droit camerounais, les élus sont libres de changer de parti et conférant ainsi une capacité légale d'investiture à la présidentielle à leur nouveau parti d'accueil. Bonsoir et bienvenue, professeur Moïse Timtua, dans le duel ce soir. Bonsoir, bienvenue, professeur. Ok. Merci. Vous vous installez confortablement. Alors, bonsoir, cher professeur. Aujourd'hui, je vais devoir donner du professeur à mes invités. C'est une règle. On va un peu casser les codes parce que généralement nous ne donnons pas sur ce plateau du professeur ou du docteur, à moins que vous soyez médecin. Mais puisque c'est votre science qui est convoquée ici, une partie de la science dont vous êtes détenteur qui est convoquée ici, on vous donnera donc du professeur pour que nos téléspectateurs sachent qu'on parle ce soir comme expert. On va essayer autant qu'on peut de mettre l'idéologie de côté. Alors, bonsoir messieurs. Une réaction à la présentation d'Haroun Nazira. On commence par le plus jeune, et celui qui nous accueille à Douala. Parce que je parle de Yaoundé, le professeur Tim Chung parle de Tchang. C'est vous qui nous accueillez à Douala.
Bonsoir Rodrigue, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là ce soir pour apporter ma modeste expertise pour expliquer un concept aussi phare en droit constitutionnel que celui justement du mandat impératif. Et je voudrais dire merci à Zira pour la présentation que j'ai trouvée fidèle, mais sauf qu'elle a oublié, j'étais quand même meilleur analyste politique du Cameroun en 2021. C'est quand même un aspect important qu'il faille souligner. Puisqu'on ne fait pas de l'analyse politique ce soir, bon, peut-être c'est pour ça qu'elle a laissé cette mention de côté. Nous faisons de l'analyse juridique ce soir. C'est promis, professeur Tituel? Bien sûr, bien sûr. Nous resterons dans le droit uniquement? Bon, c'est vrai que la matière première sera le droit, mais puisque nous discutons d'une thématique qui a des implications sur la vie politique de notre pays, peut-être on va faire des incursions, n'est-ce pas, sur les réalités sociales, sur les questions politiques. Donc, il y aura une imbrication inévitable. Mais pour réagir par rapport à la présentation, je voudrais déjà dire que j'ai une pensée particulière pour les familles Ewoba et Penda en Galbo par Melon. Ce sont mes familles d'adoption, n'est-ce pas, qui m'ont accueilli quand j'étais au CS de Melon. Et donc je voudrais spécialement dédier cette émission à ces deux familles-là. Mais par rapport à la présentation, je voudrais rectifier deux petites choses. Non, me confiner à 4 articles, c'est pas ça. Moi, je suis à une trentaine de publications. Je crois peut-être que vous parliez des ouvrages. Parce qu'en termes d'ouvrages, bon, je crois que le 4e, il est sur le marché et qui est intitulé La circulation routière dans l'espace CEMAC. Ouvrage qui a bénéficié de la caution morale et du ministre des Transports et du délégué général à la Sûreté nationale et du vice-président Laconac. Et naturellement d'un appui qui n'a pas été formalisé du CED. Donc c'est un document d'intérêt général qu'il fallait bien noter. Et pour ce qui est de mon succès au concours d'agrégation, c'est bien la session de 2015. Voilà. Et pour ce qui est de ma participation à cette thématique, c'est vrai, nous allons parler d'un thème qui relève spécialement du droit constitutionnel. Quoique étant privatiste, je me sens tout à fait à l'aise d'en parler parce que, au fond, les règles qui vont être convoquées ne dépassent pas le niveau de la première année. Introduction au droit. C'est introduction générale au droit ou le droit constitutionnel. Donc, à partir de ces deux appuis-là, on peut bien débattre et nous aurons l'occasion de le montrer. Donc, je suis véritablement pas dans mon assiette. C'est un débat qui m'a trouvé parce que, en observant, n'est-ce pas, les débats qui avaient cours, mais je me suis offusqué quand même de constater que des collègues essayent de dire des choses qui, à mon sens, ne coïncident pas avec les données basiques. On le verra tout à l'heure. Donc, c'est pourquoi je me suis invité. Donc, quoique n'étant pas publiciste, je dis, je suis tout à fait à l'aise parce que l'introduction générale au droit et le droit constitutionnel font partie des matières communes à la formation de tout juriste. Nous allons voir cela, le temps pour nous de camper le décor avec Titi Freeman qui nous permet de découvrir, vous avez un peu abordé la question, nous permet de découvrir la paume de Discord ce soir. Un parti politique qui n'a obtenu aucun élu lors des dernières élections peut-il valablement investir un candidat à la magistrature suprême? La question agite le landerneau politique et juridique camerounais à l'approche des élections présidentielles. À ce sujet, deux visions de la démocratie représentative s'opposent. Tout d'abord, le courant constitutionnaliste ou souple. Ses défenseurs s'appuient sur le rejet du mandat impératif proclamé par l'article 15, alinéa 2 de la Constitution qui dispose que tout mandat impératif est nul. Selon cette lecture, une fois élus, les parlementaires ou conseillers représentent la nation tout entière et non leur parti d'origine. S'ils décident de changer de parti, leurs nouveaux choix politiques sont légitimes et doivent avoir des effets juridiques concrets. Ainsi, un parti initialement sans élus peut devenir représenté par le simple ralliement de personnalités déjà élues ailleurs. En face, le courant légaliste strict ou formel. Ce courant se fonde sur l'article 121, alinéa 2 du Code électoral, qui impose une distinction claire
Seuls les partis représentés peuvent investir un candidat à la présidentielle sans fournir 300 signatures. Pour les autres, même s'ils ont des soutiens d'élus transfuges, ils doivent se conformer aux exigences des candidats indépendants. En réalité, l'article 121 du Code électoral ne précise pas quand le parti doit être représenté, avant ou après les élections, avec des élus d'origine ou des ralliés. Ce flou juridique alimente les débats. Et pourtant, le débat sur la représentativité d'un parti à travers les élus ralliés n'est pas totalement nouveau. Il s'enracine dans l'histoire parlementaire du Cameroun, marquée par de nombreux changements d'allégeance politique, sans jamais que les sièges ne soient remis en cause. Ce fut le cas d'ailleurs à partir de 1992, où plusieurs députés de l'UNDP ont rejoint le RDPC, souvent dans un contexte de rapprochement avec le pouvoir. Aucun d'entre eux n'a perdu son siège. Pareil, au début des années 2000, quand les élus du SDF, alors principal parti d'opposition, rejoignaient des partis émergents ou alliés du pouvoir, parfois pour des raisons stratégiques locales. Là encore, aucune disposition légale ne leur imposait de démissionner, car protégés par l'absence de mandat impératif. Seulement, aucun de ces cas n'a encore fait jurisprudence dans le cadre d'une investiture présidentielle par un parti représenté, uniquement par ralliement. Pour l'heure, le droit camerounais ne tranche pas clairement la question, mais face à l'ambiguïté entre les deux textes, l'interprétation conforme à la Constitution doit prévaloir, selon la hiérarchie des normes juridiques. Merci Titi Freeman qui a un background de juriste, c'est votre étudiant, Luison Essomba. Alors, commençons par, on ne va pas entrer par là où Titi Freeman sort, ça va donner l'impression d'avoir tranché le débat. Commençons par l'explication du texte simplement. Prenons les mots-clés. Cher professeur, c'est quoi le mandat impératif? Je signale que les prises de parole seront chronométrées, qu'on s'assure que la parole a été distribuée de façon équitable. Nous commençons par l'aîné, professeur Moïse Timchen. Oui. C'est quoi en droit le mandat impératif? Bien, il faut déjà préciser que nous parlerons du mandat impératif nul, oui, qui est l'option choisie par le constituant camerounais. Alors, s'il faut commencer par les notions, il faut dire que le mandat impératif fait partie des mandats politiques dont le grand ensemble, puisque nous allons parler terre à terre pour nos auditeurs, le grand ensemble c'est le mandat politique. C'est-à-dire que tous les élus sont porteurs d'un mandat politique, quel que soit le pays. Le mandat politique, en fait, ce sont des missions que les citoyens confient à l'un d'eux pour l'exercice du pouvoir de l'État. Parce que dans un système démocratique, vous voyez, le pouvoir est exercé par les citoyens, mais à travers leurs représentants. C'est le sens d'ailleurs de l'article 2 de notre Constitution. Maintenant, en fonction de la liberté que l'on veut accorder à l'élu, un parti peut opter pour le mandat impératif ou alors pour le mandat impératif nul qui équivaut au mandat représentatif. Alors le mandat impératif c'est quoi? C'est un système dans lequel l'élu est responsable devant ses électeurs. Ce qui fait que l'éloignement de l'élu par rapport aux engagements qu'il a pris pour l'élection va le disqualifier et obliger à le démettre de son mandat. Donc vous comprenez qu'il y a une dépendance de l'élu par rapport à ses électeurs qui l'oblige donc à observer une discipline ferme. Et ces électeurs-là, certes, ils sont plus nombreux que le parti, mais cela commence, la première obligation de l'élu, c'est d'abord de respecter les instructions du parti. Donc en cas de rupture d'allégeance à l'égard du parti ou bien des électeurs, l'élu perd son mandat et va donc être remplacé. Tandis que de l'autre côté, on a le mandat représentatif qui a pour essence d'aménager la liberté et l'indépendance de l'élu par rapport à ses électeurs, par rapport au peuple qu'il a élu. Donc, une fois qu'il est adoubé dans son mandat d'élu, il jouit d'une pleine liberté parce que, porteur des intérêts nationaux, ces intérêts-là peuvent, en cours de mandat, supplanter ceux que ces électeurs, qui généralement émanent d'une circonscription,
peuvent lui avoir conféré. Donc cela aménage dans la liberté de l'élu. Et le corollaire qui s'associe au mandat représentatif, mais c'est que l'élu n'est pas esclave du parti. À tout moment, il peut rompre le lien avec son parti et même se démarquer des engagements qu'il avait pris avec les électeurs sans perdre son mandat. C'est l'option qu'a choisi le Cameroun. Je vais m'arrêter là. Je crois que ces explications permettent, à mon sens, d'expliquer ce que c'est que le mandat politique avec ces deux variantes que sont le mandat impératif et le mandat représentatif. Professeur Luison Essomba, vous pouvez donner votre définition du mandat impératif si vous voulez, mais je voudrais davantage vous inviter à nous faire un éclairage sur le mandat représentatif cette fois-ci. Non, Rodrigue, il faudrait que je m'exprime d'abord sur le mandat impératif. Vous savez, à l'orée de la création de l'État, il s'est posé un problème théoriquement important, qui était celui de savoir qui dispose du pouvoir au sein de l'État. Et là, bien entendu, le pouvoir a commencé à être diffus, parce qu'on ne savait pas, étant éparpillé au sein de la société, on ne savait pas qui le dispose. Ensuite, le pouvoir a été individualisé ou personnalisé, on a parlé de la monarchie absolue, pour finalement tomber à un pouvoir institutionnalisé. C'est-à-dire on renvoie le pouvoir entre les mains d'une institution. Et c'est la raison pour laquelle Léon Duguay rappelait à Maurice Oriou que je ne déjeune pas avec l'État pour traduire l'idée d'abstrait dont représente l'institution. Maintenant, le concept mandat impératif, c'est un concept qui est au cœur du droit constitutionnel. Et c'est un concept qui charrie des problématiques importantes, telles que celle de la représentation, telles que celle de la souveraineté. Et c'est en cela qu'on a dans la souveraineté nationale, développée par Sieyès et Montesquieu, et la souveraineté populaire développée par Jean-Jacques Rousseau. Alors, techniquement, c'est quoi le mandat impératif? Je voudrais commencer par disséquer expression après expression. Le mandat est un verbe latin qui signifie commander, ordonner, charger. Donc, en réalité, c'est quoi dans le mandat? C'est une charge que les citoyens confèrent à certains d'entre eux pour agir en leur lieu et place. Maintenant, quand on ajoute impératif, cela traduit l'idée d'obligatoriété, l'idée d'ordre, l'idée d'autorité, qui signifie que l'élu qui a bénéficié du suffrage doit respecter les consignes de sa circonscription électorale, de ses électeurs et de sa famille politique. S'il ne les respecte pas, c'est-à-dire que ces instructions impératives, son mandat risque d'être frappé de déchéance. Voilà le mandat impératif. Maintenant, le mandat représentatif. Le mandat représentatif ici, c'est que l'élu qui a bénéficié des suffrages bénéficie d'une totale liberté et d'une absolue indépendance vis-à-vis de sa famille politique et vis-à-vis de ses électeurs. Je procède à une illustration simple. Première illustration. Monsieur Essomba est élu député dans l'Ombam et Inubu, qui est mon département. Alors, dès lors qu'on lui applique le mandat impératif, cela veut dire que M. Essomba est responsable devant ses électeurs d'Umbam et Inubu. M. Essomba doit rendre compte à ses électeurs d'Umbam et Inubu. S'il ne respecte pas les consignes de ses électeurs d'Umbam et Inubu, son mandat risque d'être frappé de déchéance. Et maintenant, on applique maintenant le mandat représentatif à M. Essomba, élu dans l'Umbam. Ça veut dire que M. Essomba travaille désormais pour l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il ne rend plus compte exclusivement à sa circonscription électorale. Je prends un exemple. Donc la nullité du mandat impératif. Non, le mandat représentatif est la nullité. Non, je vais y revenir. Je vais y revenir. Cela veut dire que, en application du mandat représentatif, au lieu que M. Essomba construise un forage à Bafia, sa circonscription électorale, il peut construire un forage à Bamenda, au sud, à Diziga. Vous voyez? Alors, ça veut donc dire quoi? Et dans le mandat représentatif, l'élu n'est pas inquiété de savoir que son mandat sera frappé de déchéance. Alors, simplement, ça veut dire quoi? Le mandat impératif ligote, enchaîne, emprisonne l'élu, alors que le mandat représentatif déchaîne, rend libre l'élu de tous ses mouvements
possible. À partir de cette explication, M. Rodrigue Tongué, vous convenez avec moi que même l'enfant de 6e venait de comprendre cette explication, qui sont des arguties juridiques. Maintenant, le mandat impératif est nul. Ça veut dire que tout ce ligotage de l'élu tombe, parce que ça devient nul. Et c'est cette voie que le constituant camerounais a choisi en disant le mandat impératif est nul. Et en cela, le mandat impératif nul rejoint le mandat représentatif. En réalité, qui libère l'élu et qui rend l'élu responsable, si vous voulez, devant la nation et non plus responsable devant la circonscription qu'il a élue. Et c'est en cela que le professeur Ebenezer Bomele parle de le député, l'élu de la nation, et non plus l'élu de la circonscription électorale qui lui a apporté ses suffrages. Alors, question, est-ce que, après les explications que nous venons de suivre, le professeur Tim Chuen, est-ce que le député qui jouit donc du mandat représentatif a le droit de le balader partout où il veut? L'élu, le sénateur, le conseiller municipal, le conseiller régional, ce sont là les élus qui nous viennent à l'esprit. Est-ce qu'il balade son mandat, il en fait ce qu'il veut, il l'emmène où il veut, et est-ce que cela produit les mêmes effets de droit? Absolument. Je crois que votre question me permet d'ailleurs d'apporter une précision que j'ai faite à un communicant du RDPC, M. Patrick Riffoy, qui n'est pas ici. Oui, mais qui s'entête dans les publications qu'il fait à dire que l'article 15 de la Constitution, puisque le fondement de l'interdiction du mandat impératif, c'est l'article 15, étant rédigé pour les députés, ne s'appliquerait pas aux autres élus. Or, déjà tel que mon collègue, mon estimé collègue l'a dit, je crois qu'il y a une convergence à ce niveau-là sur l'appréhension des notions. Le mandat impératif, il libère. Ça veut dire que l'élu n'étant pas esclave de l'appareil qu'il a élu, et même des électeurs, mais le corollaire du mandat représentatif, c'est la liberté de transhumance politique. C'est-à-dire que la transhumance politique est intimement associée au mandat représentatif. Et quand on parle de transhumance politique, ça veut dire que l'élu, au lendemain de son élection, peut quitter le parti qu'il a investi. Vous comprenez? Peut se dégager des engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses électeurs. Parce qu'il défend des intérêts plus grands que ceux qui concernent sa circonscription électorale. Et donc, c'est une disposition, c'est une règle qui s'applique à tous les mandats. Sinon, je crois que votre reportage a déjà rendu compte de quelques-uns. Pour le cas des députés, je crois que nous connaissons actuellement le cas de M. Jean-Michel Nithieu, de l'honorable Jean-Michel Nithieu, qui, ayant été investi par le SDF, est actuellement, en a été exclu et siège à l'Assemblée nationale comme député du FCC. Je crois que les images que vous pouvez publier rendent bien compte de ce que le macaron, le chevalet qui est devant... Je ne me souviens pas d'avoir vu, le chevalet qui est devant Jean-Michel Nithieu est bien inscrit. Dans tous les cas, dans tous les cas, je complète. Ce qui est constant. Non, dans tous les cas, je complète. Oui. On a vu avec Aya Paul Abimé, on a vu avec le professeur qui était à l'UPC. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, vous comprenez bien que malgré les difficultés que ces élus ont eues avec l'appareil politique qui les avait investis, ils n'ont pas perdu leur mandat. Donc, aujourd'hui, Jean-Michel Nithieu est au FCC. Avant lui, il y avait le cas de M. Oscar Edibo Ndoumé, investi par le SDF, qui en cours de mandat rejoint le RDPC. Avant Oscar Edibo Ndoumé, il y avait le cas Joseph Akamouan, plus connu dans le domaine sportif, SDF. Député investi par le SDF, qui en cours de mandat rejoint le RDPC. Et comme vous l'avez dit avant, il y avait le cas Paul Aya Abiné, investi par le RDPC, qui en cours de mandat démissionne et rejoint et Charlie Gabriel Borg. Et je vais continuer. Pour davantage expliquer à tous ceux qui nous entendent que l'interdiction de mandat impératif s'applique à tous les mandats. Mais expliquez-moi ce qui justifie que M. Joseph Espoir Billon, adjoint au maire de Douala 5e, à Douala, présenté par le PCRN, continue de siéger aujourd'hui dans l'exécutif de Douala 5e. Ce n'est que l'application de l'interdiction du mandat impératif. M. Nyan Cyril Albafsan 1er, transfuge du SDF, ayant rejoint le RDPC, est maire actuellement en exercice à la commune d'arrondissement de Bafsan 1er. M. Tapi Joseph Lavoisier,
transfuge du SDF, est actuellement adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er. Voilà autant d'illustrations concrètes de l'application du mandat représentatif qui permet donc à chaque élu, après avoir été adoubé dans sa fonction, peut promener son mandat là où il veut, colorant ainsi le parti d'accueil de son mandat, avec tous les attributs qui vont avec. Mais Titi Freeman disait qu'il y avait quelques vides, notait quand même qu'il y avait quelques vides. Pourquoi le constituant de 96 n'a pas explicitement indiqué, n'est pas explicitement revenu sur la question du mandat représentatif? Non, le législateur ne peut pas tout écrire. Une fois que l'article 15 a consacré le mandat représentatif, mais au plan technique, on connaît les suites. Dès lors qu'on dit qu'un pays a opté pour le mandat représentatif, cela veut dire que l'élu jouit d'une entière liberté, il peut quitter le parti qu'il a investi et promener son mandat partout sans perdre son mandat d'élu. Vous comprenez? Il le conserve. Et parce qu'il jouit donc la liberté de transhumance politique, j'ai exploité des rapports, notamment le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais où, en 20 ans de législature, un député, je ne sais plus le pays, australien, mais a migré 150 fois en 20 ans de législature. Je crois que votre... Emportant et baladant son mandat. Voilà. Votre collègue a parlé de ma page YouTube. Les auditeurs peuvent y aller. Ils vont trouver cette analyse où j'exploite le rapport du Conseil de l'Europe, où des députés, dans les pays qui ont consacré également le mandat représentatif, ont migré 150 fois en 20 ans. Mais vous suggérez... Vous dites que la Constitution ne peut pas tout dire, le Constituant n'a pas tout dit. Oui, donc une fois que le Constituant a consacré le mandat représentatif... Le législateur qui a mis en place le code électoral et d'autres dispositions légales, et même des textes réglementaire. Mais c'est un problème. Oui. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, le fait que Aka Amouane soit parti du SDF pour le RDPC, ou que Aya Abine soit parti du RDPC pour le PAP, a par exemple permis au RDPC ou au PAP d'avoir des financements publics, d'accéder au financement public des partis politiques basés sur la représentativité? Ah non, la question du financement des partis, en fait, relève du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Hein. Qui est une loi. Oui, mais en fait, ce n'est pas le critère qui permet d'apprécier l'affiliation politique d'un élu. Non, je dis que le législateur ne peut pas tout dire. Une fois qu'on a consacré le mandat représentatif, on connaît les suites. Et je dis, mais il y a aussi un problème de technique, de technique législative. Parce que, et nous embrayons là déjà dans le cœur du sujet, en matière d'élaboration des textes, il y a l'obligation pour celui qui élabore un texte de respecter absolument la hiérarchie des normes juridiques. Ça veut dire que quand... C'est le premier trimestre en, oui, donc ça veut dire en première année oui, de droit. Donc même si l'article 6, alinéa 6 de la Constitution a délégué au législateur le soin d'élaborer le régime de l'élection présidentielle, cela ne l'autorisait jamais à empiéter dans un domaine dans lequel le constituant s'était déjà prononcé. Or, en matière de technique légistique, normalement il y a le visa exprès et le visa implicite. Que ce soit exprès ou implicite, ça suppose que celui qui doit élaborer une loi doit avoir permanemment à l'esprit qu'il rédige la loi en se référant d'abord à la Constitution. Or, dès lors que la Constitution, par exemple, nous allons voir au niveau les vues. Bien sûr, les vues. Donc même quand la loi ne le dit pas, ce visa est implicite. C'est-à-dire que la Constitution est toujours au fronton de chaque loi. Supposant que la loi, dans son élaboration, doit respecter les dispositions constitutionnelles. Et nous allons voir tout à l'heure que, par rapport au champ de représentation d'un élu, mais la Constitution l'a déjà défini. Et donc, il n'appartenait plus au législateur de lui conférer un champ différent. Dans tous les cas, nous allons y arriver. Je voudrais indiquer qu'il y a, en 2012, il y a eu un projet de modification du code électoral qui prévoyait que l'élu perde son mandat s'il quitte son parti. Oui. Il avait été déposé par le gouvernement. À l'époque, c'est le ministre René Emmanuel Sadi qui était minate. Et ce texte avait été rejeté pour son anticonstitutionnalité, parce que le mandat, la Constitution dit, à son article 15, alinéa 3, que tout mandat impératif est nul. Alors, professeur Luison et Somba, je repose la question qui a été adressée au professeur Chin Chueng tout à l'heure. Est-ce que
l'élu qui est frappé de déchéance dans son parti ou qui décide de partir de son parti de son propre gré peut balader son mandat partout où il veut et produire et s'attendre à des mêmes effets de droit. Rodi Tongué, je voudrais répondre en convoquant l'article 15, alinéa 3. Le mandat impératif est nul. Cela veut dire que le mandat impératif assure et garantit... Il faut peut-être que la rédaction nous mette ce texte à l'antenne pour que le public une parfaite mobilité de l'élu. Je l'ai indiqué tout à l'heure, l'élu n'est pas condamné, il n'est pas emprisonné. On les considère généralement comme des parlementaires papillons. Il vous a indiqué tout à l'heure un qui est quitté près de 100 fois ou 150 fois. Donc, c'est pour dire quoi? L'élu qui a donc bénéficié des suffrages sous la convocation justement de l'article 15, alinéa 3, le mandat impératif étant nul, peut donc se balader. C'est-à-dire qu'au sein des partis politiques qui, à mon sens, sont le réceptacle justement de la volonté partisane. Mais maintenant, il faut savoir que cette mobilité ne produit toujours pas les mêmes effets. Tout à l'heure, le sémillant collègue a pris l'exemple d'Edi Mendoumbe. À cette époque-là, le RDPC avait 143 députés. Alors, le fait que Edi Mendoumbe ait rejoint le RDPC n'a agité aucun iota en termes de nombre. C'est-à-dire que le nombre est effectivement resté à 143. Bon, maintenant, on lui donne la possibilité de bénéficier des avantages institutionnels et pécuniaires. Mais il faut savoir que le dossier de l'élu est structuré autour de deux voies, un peu comme un cœur à deux voies. C'est-à-dire, il y a la voie politique et il y a la voie juridique. Alors, au niveau de la voie politique, la transhumance est assurée, c'est-à-dire par sa liberté de conscience, le respect de la Constitution ou des lois, il parle où il veut. Mais maintenant, l'autre côté, justement, du cœur à deux voies, l'autre côté, c'est simplement que l'élu qui s'en va de ce côté-là, ou du nouveau parti qui l'accueille, ne peut pas transférer l'éligibilité. Pourquoi? Parce que l'article 3 de la Constitution est suffisamment clair. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage dans le respect des principes démocratiques, de la souveraineté et de l'unité nationale, et leurs activités doivent être conformes à la loi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au Cameroun, la dévolution du pouvoir n'est pas l'œuvre de l'élu, mais est l'œuvre du parti politique. C'est la raison pour laquelle, M. Rodi Tongué, vous prenez l'article 2, alinéa 2 de la Constitution. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par la voie des élections. Maintenant, on retourne donc vers l'article 3 pour dire de la Constitution qui affirme l'importance du rôle exclusif des partis politiques dans la dévolution du pouvoir. Et vous savez que cet article est suffisamment intéressant parce que de là s'estipent trois missions des partis politiques. La première mission, c'est la mission gouvernementale. C'est-à-dire que tous les partis politiques doivent aspirer à diriger le pays. Un. De deux, il y a la mission de construction des votes. C'est-à-dire que tous les partis politiques doivent présenter des candidats lors d'une compétition électorale pour que ceux-ci bénéficient donc d'un certain nombre de suffrages qui leur permettent d'être représentés au sein des institutions politiques, c'est-à-dire des assemblées et des conseils. Alors, M. Rodi Tongué, à partir donc de là, la Constitution donc est suffisamment claire en faisant une extension avec l'article 121. Parce que du code électoral. Du code électoral. L'article 121 dit qui pose les conditions, justement, les modalités d'investiture des candidats dit ceci. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être investi par un parti politique représenté. Donc, de deux,
Si vous n'avez donc pas cette représentation au sein des institutions, vous pouvez, en tant que parti non représenté, actionner l'angle de la compilation de 300 signatures en raison de 30 par région. Et parmi les 300 signatures, il y a des élus. Donc, bien sûr. Ouais, c'est toujours le mandat du peuple qui est en mouvement. Bien sûr. Mais ici, il faut faire la distinction de ce que tous ces élus ne représentent pas la nation, toute la nation. Parce que, et c'est là que je vais achoper tout à l'heure avec le professeur, parce que l'on dit que l'élu représente la nation, c'est faux. Parce que il y a dans l'expression de la collectivité publique au Cameroun, le président de la République qui est l'élu de la nation. Oui, cela se juge à deux niveaux, à deux dimensions. La dimension nationale. Et dans la dimension nationale, on a le président de la République qui incarne l'unité nationale. Et nous avons les parlementaires, mais beaucoup plus les députés et non les sénateurs. Parce que les sénateurs représentent les collectivités territoriales décentralisées. Ils sont élus par un collège, alors que les députés parlent... Non, ce n'est pas l'élection, je suis sur la théorie de la représentation. Oui. C'est-à-dire que un sénateur ne représente pas la nation, il représente les collectivités territoriales décentralisées. Un collège qui est constitué de conseils municipaux. Les conseils régionaux représentent les départements et le commandement traditionnel. Et maintenant, les conseillers municipaux représentent la commune. Donc vous convenez avec moi que tous les élus donc, ne représentent pas la nation tout entière. Mais on parle quand même de représentation nationale, parlant de l'Assemblée nationale. Non, là on se limite exclusivement à l'Assemblée nationale. Et je voudrais donc sortir par là pour indiquer qu'il faut faire donc des rapprochements, parce qu'on ne peut pas faire la lecture de l'article 15, alinéa 3, sans convoquer l'article 121 du Code électoral. Quand vous prenez les deux, vous vous rendez compte que ces deux dispositions traitent des sujets différents. Parce que l'article 15, alinéa 3, qui est réservé exclusivement au Parlement, ou plus précisément à l'Assemblée nationale, parle du député. Chaque député représente la nation, c'est-à-dire le député, personne physique. Alors que l'article 121 traite d'un sujet différent, qui est celui du parti politique en tant que personne morale. Vous voyez? Et les deux dispositions ont des objets différents. Parce que l'article 15 traite de la modalité d'exercice de la fonction parlementaire. Alors que l'article 121 traite des modalités d'investiture. Pour clarifier, l'article 15 de la Constitution. De la Constitution. Traite justement des modalités d'exercice du mandat parlementaire. Pourtant, l'article 121 du Code électoral. Du 121 du Code électoral traite des modalités d'investiture des candidats. Donc vous convenez avec moi que on peut chercher un lien où il n'existe pas. Parce que, et là, je tombe donc sur la conséquence qui est évoquée, qui veut dire que puisque nous sommes dans la dictature de la constitutionnalisation des partis politiques au Cameroun, un élu ne peut donc pas quitter, il peut quitter son parti d'origine, mais ne peut pas transférer l'éligibilité. Parce que ici nous sommes sur une question de siège qui appartient à un parti politique. Parce que quand vous prenez les élections au scrutin des listes, Douala 5e, on dit RDPC, 5 sièges. On ne dit pas professeur Tintuen, 5 sièges. On dit RDPC, 5 sièges. On part à l'Assemblée nationale, même chose. Donc vous convenez, je voudrais chuter par là pour l'on dire que la dévolution du pouvoir au Cameroun est justement de la dictature des partis politiques. Peut-être ce sera là le débat. Les partis politiques concourent au suffrage universel. Voilà. Pour ça, Tintuen, je suis très intéressé. Je suis très content que mon estimé collègue ait touché vraiment le nœud de la discorde. L'éligibilité. Oui. Monsieur Tonguet, pour que nos auditeurs nous écoutent, je souhaiterais que vous lisiez les articles 2 et les articles 3 et l'article 3 de la Constitution. Les articles 2 et 3. Pour que nos auditeurs entendent. Et je vais vous expliquer le sens de ces deux dispositions. Et sur le plan pratique, vous comprendrez comment ça fonctionne. Alors, je fouille rapidement. L'article 2.
Mais je croyais que vous avez un texte physique. Non, voici l'article 2. Voilà, en lisez. Article 2, alinéa 1. Oui. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. S'il vous plaît. Aucune fraction... Je souhaite déjà que vous notiez que la souveraineté de l'État appartient à qui? La souveraineté nationale. Oui, la souveraineté nationale appartient à qui? Au peuple, pas au parti. Continuons. Alors, aucune fraction du peuple, ni aucune fraction du peuple. L'individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est ça. Continuez avec l'alinéa 3. Alinéa 2 ou 3? Oui, alinéa 2. Les autorités chargées. Je l'ai déjà lu. Ainsi de suite. Les autorités. C'est surtout l'alinéa. Non, l'article 3. Il vaut mieux pour des questions d'équilibre que je lise. Oui. Oui, allez-y. Voilà. D'accord. Si vous avez le texte. Voilà. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple. Tiennent leur pouvoir de qui? Du peuple. Pas des partis. Par voie d'élection au suffrage universel, direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Voilà, ça veut donc dire que l'exception là concerne les sénateurs, dont une portion peut être nommée par le chef de l'État. Oui, mais en dehors des sénateurs, c'est le peuple qui confère la souveraineté aux représentants. Allons-y. Et alinéa 3, oui. Le vote est égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Non, je parle de l'article 3. L'article 3. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage universel, du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Alors, vous voyez très bien que l'article 2 et l'article 3 de la Constitution ont un lien. C'est l'expression du suffrage. Le titulaire du droit de suffrage, c'est le peuple. Et le véhicule par lequel on peut conduire le suffrage, c'est les partis. Monsieur Tonguet, je voudrais procéder par une petite maïeutique. Que mon collègue, n'est-ce pas, me dise si ce que je dis. Vous faites la maïeutique à votre collègue. Mais non, c'est un échange, c'est un débat. C'est un échange avec lui. Alors, professeur, quand on lit l'article 1er de notre Constitution, le Cameroun est une république, non? Bien sûr. Alors, par définition, une république, c'est quoi? De la définition que je note, c'est que c'est une forme de gouvernement ou bien un mode d'organisation d'un pays dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants élus de la population. Représentants élus de la population. République. Quand on vient à la démocratie est définie comme le régime politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple. Je crois que depuis le primaire, les premières notions de démocratie qu'on nous avait données, c'était la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La formule d'Abraham Lincoln. C'est ça. Et nous parlons ici de mandat. C'est-à-dire le mandat, c'est l'acte, au plan du droit civil, c'est l'acte par lequel une personne, désignée le mandant, donne le pouvoir à une autre personne, appelée le mandataire, qui ici est l'élu, pour faire quelque chose en son nom. Et donc le mandat emporte le devoir de rendre compte. Au plan politique, parce que nous parlons de mandat politique ici, c'est la mission conférée par voie électorale. Maintenant, la question que je pose, qui élit, M. Tonguet? Quel est le mandat que l'élu exerce? Est-ce une dévolution par ses militants, ou bien c'est le peuple camerounais? Il ne faut pas qu'on dévoile. Parce qu'ici, nous sommes au cœur de la représentation. Avant que vous poursuiviez, quel est le mandat de l'élu, du député notamment, ou du conseil municipal? Quel est son mandat? Je voudrais vous dire que, qu'il s'agisse du conseil municipal, du conseil régional, du sénateur élu ou bien du député, il n'est pas élu par les militants de son parti. On est d'accord. Donc le parti n'est que le véhicule. C'est pourquoi je voudrais revenir, je comprenais bien. Alors, quel est le mandat que porte l'élu? Voilà. Mais c'est le mandat du peuple. Mais lui, le peuple, le mandat de faire quoi? Je vous comprends bien. Le mandat de mettre en œuvre les aspirations qu'il a présentées au peuple. Vous comprenez? Et donc je dis, quand vous prenez les pays suffisamment politisés comme la France, mais le nombre de votants encartés dans le corps électoral français aujourd'hui, on a plus de 48 millions de personnes inscrites. Les militants encartés de l'ensemble des partis en France n'atteignent pas les 5% des 48 millions. On a moins de 2 millions de militants encartés en France. Mais le député qui est élu
par... c'est-à-dire que dans une circonscription, il a 100 militants. Il porte le mandat de qui? C'est de 100 personnes? Non. C'est le mandat du peuple. Quand vous prenez un conseil municipal... On peut même être militant et voter... Mais bien sûr, je vous dis que c'est la même réalité au Cameroun. Il s'agit d'une question de représentation. Les élus sont des représentants de qui? Du peuple. On est d'accord. Et c'est pourquoi nous disons que... Non, c'est alinéa 2 qui fait problème. Oui, puisqu'on parle du mandat. Un problème de conformité avec la Constitution. Parce qu'il confère au parti un mandat qui appartient au peuple. C'est ça la dichotomie. Je dis, quand vous êtes conseiller municipal, monsieur Tonguet, moi je viens de Tchang. Vous êtes élu conseiller municipal pour la liste RDPC de Tchang. Mais les militants RDPC auraient-ils pu lui conférer ce mandat? Non. Il est élu aussi bien par les militants du RDPC que par les sympathisants, mais aussi parfois les militants de l'opposition. Je vous ai pris un exemple. Photo Victor, c'est-à-dire qu'investi par n'importe quel parti, aurait gagné n'importe quelle élection municipale à Banjul. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement les militants du parti qui l'investissent, qui l'élisent? Non. C'est l'ensemble de la population. Et c'est en ça qu'il est leur représentant. C'est ça la démocratie. Un élu est le porteur d'un mandat. Que lui a confié qui? Le peuple. Et ce peuple va au-delà de ses militants. On s'est bien compris. Donc le parti politique n'est qu'un véhicule par lequel il se présente. Mais le mandat qu'il reçoit, ce n'est pas le mandat de ses... Mais au moment de procéder au vote, est-ce que le peuple sait, est-ce que le peuple connaît le mandat qu'il confie à l'élu? Mais puisque nous sommes en démocratie. Alors, je demande donc, quel peut être le contenu de ce mandat dans le cadre du député? Pour le député, dans le cadre de la campagne, il présente un projet, il présente des projets. Et surtout, nous disons... Est-ce que ça n'a pas un professeur Tim Cheng? Oui. Je voulais tenter aussi la maïeutique socratique. Oui, c'est vous le maître ici, c'est normalement vous qui devez le faire, la maïeutique. Alors, est-ce que on ne peut pas aller rechercher dans les missions du député le sens de son mandat? Les missions du député, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Il légifère et contrôle l'action gouvernementale. Oui. Est-ce que son mandat va au-delà de ces deux fonctions-là? Mais si vous réduisez la fonction du député à ça, mais il faut donc comprendre que tous les députés finalement ont le même projet, quel que soit le parti politique qu'ils portent. Dans tous les cas, pendant la campagne, il y a, dans notre contexte, il y a les micro-projets par exemple, dont un député peut embrayer sur les micro-projets et séduire la population, qui ne se limite pas qu'à ses militants. Donc je dis, le problème de la lignée 2 de l'article 121, c'est qu'il viole la Constitution en donnant à l'élu de porter le mandat d'un parti, alors que le mandat qu'on lui a conféré au regard des définitions que nous avons données de la République et de la démocratie, c'est le mandat du peuple. Le peuple ne se résume pas aux militants du parti qui a investi l'individu. Parce que sinon, mais vous bafouez, c'est que vous éliminez du champ politique du pouvoir. L'article 2 vous a dit quoi? La souveraineté appartient au peuple. Et aucune fraction de la population ne peut s'en réclamer titulaire. Mais alors, même pas les partis d'où vient-il donc qu'on puisse... Même pas les partis politiques. Et c'est pourquoi j'ai dit que la lignée de l'article 121 est contraire au principe démocratique, au principe de la République, est contraire à l'article, aux dispositions de la Constitution. Parce que même dans le cas du conseil municipal, je dis même quand il est élu au niveau de la commune, ses électeurs, ceux qui lui donnent le mandat qu'il porte, ce n'est pas le mandat de ses camarades du parti ou bien de ses amis politiques. C'est le mandat d'un cercle de personnes qui dépasse de loin le cadre de ses militants. Et c'est en ça donc que nous disons que on ne peut pas, dans le code électoral, ramener l'élu à un parti alors qu'il a bénéficié. Le mandat qu'il porte, c'est le mandat de nous tous. Et c'est à nous qu'il doit rendre compte. Et vous allez voir que dans les propos même de mon collègue, nulle part il m'a dit qu'un texte consacre la représentation des partis. Quand vous prenez l'article 15 alinéa 2, l'article 20 alinéa 2, l'article 57, on ne vous a jamais dit que l'élu représente un parti. Il a bien cité, soit c'est la nation pour le député, soit c'est les collectivités territoriales décentralisées et le pouvoir traditionnel pour le Sénat, soit les départements pour le conseil régional, soit la commune. Est-ce que vous avez vu parler de parti quelque part? Non. Professeur Luison Essomba, c'est vous le publiciste sur ce plateau. Alors quand il y a conflit entre la Constitution et le code électoral qui relève de la loi,
comment le juriste tranche. Est-ce que pour vous, d'abord, il y a conflit? Et s'il y avait conflit, c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait adresser à un étudiant de première année de droit, mais puisque nous avons le professeur ici, nous adressons la question quand même. Audi Tongué, je crois que le sémillant collègue a fait des développements sur lesquels, sur certains points, je ne serai pas d'accord avec lui. Parce que lorsqu'il convoque d'abord l'article 1er alinéa 2 de la Constitution, il oublie de dire que la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. Décentralisé, c'est très important. Depuis le 18 janvier 1996. Très bien. Et j'ai évoqué tout à l'heure l'argument appuyé de ce que ce ne sont pas tous les élus qui représentent toute la nation entière. Il y a que les dispositions textuelles et constitutionnelles sont suffisamment claires en la matière. Je venais de vous dire que l'expression de la collectivité publique se fait autour de deux dimensions. Une dimension nationale et une dimension locale. Et dans cette dimension locale, où j'enveloppe tout cela autour des collectivités territoriales décentralisées, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le député ne représente pas, comment dire, un faubourg, mais le député représente la nation tout entière. C'est ce qui est dit à l'article 15, alinéa 2 de la Constitution. Maintenant, le président de la République, étant élu par la nation tout entière, au suffrage universel direct, il est élu et il représente donc la nation. Il faudrait qu'on soit clair. Donc à partir de là, il n'y a que l'élu a une double dimension. Première dimension, représentation nationale, et seconde dimension, représentation locale. On ne peut donc pas tous les mettre au même pied d'égalité. Maintenant, M. Audi Tongué, le constituant camerounais est suffisamment clair en son article 3. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. C'est-à-dire, l'article 3 de la Constitution est le véritable article qui confère l'investiture au Cameroun. Ce n'est même pas l'article 121. Enfin, l'article 121 n'est qu'une expression, une tradition de la volonté du constituant de 1996. Alors, cela veut dire simplement quoi? On peut relever qu'il y a eu une carence rédactionnelle au niveau de l'article 121. Parce que lorsque l'article 3 de la Constitution dit les partis et formations politiques, le législateur aurait donc pu prévoir la possibilité d'investiture d'un candidat par les alliances politiques. C'est ça. Là, je suis d'accord avec le collègue. Il y a une carence rédactionnelle. Mais maintenant, parler d'un conflit entre les lois, c'est en cela que je ne serais pas d'accord. Parce que si c'est un conflit vertical, c'est-à-dire la Constitution et la norme inférieure, il n'y a pas mal. La Constitution, c'est un peu comme le Ndoudou, pour m'exprimer un peu comme au quartier. C'est-à-dire que dès qu'on la voit, tout le monde disparaît. Toutes les normes infraconstitutionnelles disparaissent. Il n'y a pas mal. On peut relever plutôt un conflit horizontal entre les différentes dispositions d'un même texte, que ce soit la Constitution ou le Code électoral. Parce que quand vous évoquez l'article 3 de notre Constitution, j'ai mal aussi à citer cet article. Oui, vous l'avez déjà cité 7 fois. Oui, c'est tout le fondement de l'investiture au Cameroun. Parce que cet article veut, en toile de fond, dire quoi? Dit que pour que vous ayez des élus qui ont bénéficié d'un suffrage, il faudrait que ces élus participent à la compétition électorale. Et c'est en cela que tout à l'heure, j'ai invoqué l'idée de ce que, et ça, la formule est frappante, elle est celle du professeur Alain Didier Olinga, qui faisait observer qu'au Cameroun, en réalité, nous assistons à la dictature constitutionnelle des partis politiques. Et Audi Tongué, le législateur a réglé le problème en disant, si vous n'avez donc pas eu d'élu, parce qu'il faut faire la différence entre partis représentés au sein des institutions et partis non représentés mais ayant des élus. Parce que là, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire un parti qui n'est pas allé aux élections, mais qui, peut-être en cours de mandat comme c'est le cas, bénéficie du ralliement des élus qui viennent des autres formations, des autres partis politiques. Et c'est en cela donc qu'il faut expliquer aux Camerounais que
l'éligibilité s'obtient par voie basse et non par voie césarienne. Parce qu'à partir de là, l'enfant qui sort par voie basse satisfait totalement les parents, mais lorsqu'on veut passer à la césarienne, les parents... C'est au forceps. Vous voyez? Donc, c'est pour dire quoi? Je voudrais prendre un exemple clair, monsieur Redu-Tonguien. Vous avez 153 députés au sein du RDPC aujourd'hui. Enfin, élus en 2020. Élus en 2020. Il y en a qui sont morts entre-temps. Oui, même s'ils sont... Prenons même l'exemple que tous les 153 députés étaient morts. Périssent. Ou démissionnaient. Le RDPC sera toujours représenté au sein des institutions. Parce que le décès ne fait pas exclure la représentation. Pourquoi? Parce que l'élu a deux voies. La voie politique et la voie juridique. Maintenant, la voie juridique, c'est quoi? La voie politique, c'est sa mobilité, qui est prévue par l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques, qui est prévu par notre Constitution, article 15, alinéa 3. Maintenant, il y a un volet juridique très important dans ce qu'il faut comprendre. Le volet juridique, c'est quoi? Une fois que l'élection est achevée, on dresse les procès-verbaux de résultats. Après cela, on convoque une session de plein droit où on va évacuer les cumuls, les incompatibilités, ainsi de suite. Une fois que cela est fait, il y a la décision du Conseil constitutionnel qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Alors, monsieur Redu-Tonguien, si vous m'expliquez que on peut valider la mobilité de l'élu, c'est normal, mais à ce qu'il ait transféré l'éligibilité sans modifier le dossier juridique, en cela, il y a un véritable problème. Parce que ça veut donc dire quoi? Ça veut dire, monsieur Redu-Tonguien, vous m'avez invité, vous m'avez donné ce siège. Canal est un parti. J'ai le siège. Si demain, je quitte pour une autre chaîne de télévision, je n'emporte pas ce siège. C'est l'explication claire, justement, de la transhumance politique dans ses finalités positives et dans ses finalités négatives. Vous avez le cas, par exemple, vous avez cité plein de cas. Je reviens sur le cas d'Imon Doumbé. Vous vous êtes rendu compte que lorsqu'il va au RDPC, cela n'a pas modifié la configuration organique du RDPC. Vous voyez? Et autre chose, de l'expression de la puissance des partis politiques dans la dévolution, regardez les apparentements, les groupes parlementaires qui sont constitués. On dit, un groupe parlementaire ne peut être constitué que si 15 des députés appartiennent à la même formation politique. Monsieur Redu-Tonguien, on ne peut pas autant instrumentaliser le droit constitutionnel. C'est une matière mère chez nous, donc on ne blague pas avec le droit constitutionnel. Voilà les éléments que nous évoquons. C'est-à-dire que la constitution de notre pays a posé les jalons. Et il a dit tout à l'heure, un texte ne peut tout prévoir. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle les tests d'application qui viennent descendre, qui vont au détail pour apporter certaines explications qui semblent pertinentes. Et nous restons dans la logique de ce que, M. Redu-Tonguien, le mandat impératif étant nul, le député ou l'élu peut balader, il peut se balader, on les appelle les parlementaires papillons. Ils peuvent aller où ils veulent. Mais il faut savoir qu'il y a un côté positif de cette transhumance, mais il y a aussi un côté négatif. Alors, je voudrais savoir, cher professeur, est-ce que le fait que la Constitution prévoit que le mandat impératif est nul intervienne le 18 janvier 1996 et que le fait que le code électoral dispose que les partis politiques non représentés à l'Assemblée nationale, conseils municipaux et chambres consulaires doivent recourir aux signatures pour se porter candidat à une élection présidentielle interviennent plutôt en 2012, est-ce qu'il peut avoir un effet? Est-ce qu'on peut rentrer et se dire que dans l'esprit du constituant et dans l'esprit du législateur globalement, au départ, il est question simplement de ne pas de permettre à l'élu de se balader, et en 2012, le législateur avance dans son idée et se dit il faut quand même installer un filtre pour qu'on ne se retrouve pas avec une élection à 25-35 candidats parce que tous les partis politiques peuvent candidater. Est-ce que l'idée
de la réforme du code électoral en 2012, c'était pas d'installer ce filtre, de faire cet écrémage qui nous permettait d'avoir des candidats qui sortent de formations politiques, qui ont des élus, pour revenir à la théorie du professeur Luison Essomba, des partis politiques qui ont concouru au suffrage universel et qui ont obtenu des suffrages. Votre question n'a de sens que si vous validez la thèse de mon très estimé collègue. C'est pour ça que c'est à vous que je la pose. Voilà. Oui, donc je dis, votre question pour moi n'est pas, ne remet pas en cause la liberté reconnue à l'élu par le texte constitutionnel, puisque la loi électorale n'a pas modifié l'article 15, qui est resté en vigueur. Et je vous ai dit que l'interdiction du mandat impératif explique aujourd'hui que tous ces maires-là, qui ont quitté leur parti, soient toujours en fonction. Donc la preuve bien que cet article 15 va bien au-delà du cadre des seuls députés. Parce qu'il n'y a pas un autre fondement qui vous justifie que Mme Essama ait été exclue du RDPC en 2014, et en 2013, et qu'elle ait conservé son siège de maire jusqu'en 2020. C'est l'effet de l'interdiction du mandat impératif. Non, je pensais qu'on avait avancé vers... Non, mais je ne peux pas laisser passer. Parce qu'il a dit des choses... L'éligibilité, oui, j'y viens. Oui, professeur, vous avez tout le temps. Alors, je suis d'accord avec mon très estimé collègue que tous les élus ne représentent pas l'ensemble de la nation. Et quand vous prenez par exemple le cas des conseillers municipaux, ils représentent la commune. OK? Mais nous parlons de représenter qui? Voilà le nœud du problème. Nous avons défini le mandat comme quoi? Comme un on peut pouvoir. s'entendre qu'ils représentent leurs électeurs. Ils représentent leurs électeurs. Au moins. Et donc Où sont les nuances, la nation, l'ensemble de la nation. Voilà, ils représentent les électeurs. Ils représentent les électeurs. Ce que je veux que nos auditeurs retiennent et que vous reteniez, M. Tongué, c'est que ces électeurs ne sont pas les militants de son parti. Oui. Pour que le conseil municipal soit confiné à son parti. Le conseil municipal est le représentant de l'arrondissement, de la commune. La commune n'est pas constituée que des militants de son parti. On est d'accord? Et donc je dis, à partir de là, le législateur ne pouvait pas dire que le conseil municipal représente un parti. Parce que le mandat dont il est porteur, M. Tongué, écoutez bien. Non, mais je vous relance juste avec... Le mandat dont il est porteur, c'est le mandat du peuple. Non, juste une question, oui. Professeur Moïse. Est-ce que le conseil municipal peut se porter candidat sans passer par un parti politique? Le parti n'est qu'un véhicule. Et je vous ai dit, je vous ai pris un exemple terre à terre. Je vous ai pris l'exemple de... Je peux parler, lui il est décédé, on peut parler des personnes mortes. Oui. Monsieur Foto Victor, dans la commune de Banjoun, vous croyez qu'il a besoin pour être élu d'être porté par le RDPC? Non. Quel que soit le parti, au regard de ses œuvres antérieures à son engagement politique, il est présenté par le parti des écureuils, il passe. Il est présenté par le parti des rats, il passe. C'est bien pour vous dire. Mais les 10 500 conseillers municipaux du Cameroun ne sont pas Foto Victor. C'est pourquoi c'est un exemple que je prends pour vous dire que, bien qu'il soit investi par un parti, c'est une question de mandat. Qui est-ce qu'il porte la voix? Nous avons défini le mandat. Il a dit tout à l'heure que le mandat est une charge. D'accord? Qui le lui a confié? Ce n'est pas son parti. En démocratie, en république, le mandat, c'est le peuple. Et ce peuple, je vous l'avais dit, dans les pays les plus politisés comme la France, les militants encartés ne dépassent pas 5%. Mais question... Donc, je dis... Je reviens. Non, je reviens. Vous avez votre temps, vous avez 6 minutes pour répondre au professeur Luison Essomba, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Mais ce que je veux savoir, est-ce que sans son parti, il aurait pu avoir ce mandat de conseiller municipal? Il n'aurait pas pu. Le parti n'est qu'un véhicule. Mais quand vous avez lu l'article 2 de la Constitution, qui est le titulaire du mandat que l'on donne à l'élu? C'est bien le peuple. Le parti n'en est que le véhicule. Donc, ça veut dire que c'est comme si on pouvait dire, vous allez arriver au lycée. Il y a ceux qui vont marcher à pied. C'est le moyen qu'ils prennent. Il y a ceux qui vont prendre le vélo. Il y a ceux qui vont prendre la voiture. Le plus important, c'est d'être au lycée. À 7h30. Donc, le parti n'est que le véhicule. Le titulaire du mandat que l'élu porte, c'est le peuple. C'est inhérent à la définition de la démocratie. Inhérent à la définition du mandat. Inhérent à la définition de la République. Rappelé par l'article 2. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, il faut bien faire le lien entre l'article 2 et l'article 3. Le titulaire, celui qui donne le mandat, c'est le peuple, et le parti n'en est que le véhicule. Et l'élu, une fois élu, ne porte pas la voix du parti seulement. Il porte ma voix aussi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Et je dis, quand vous revenez, le droit d'effection
le droit comporte des fictions. C'est-à-dire que, même quand on prend le cas du conseiller municipal, qui ne représente que la commune, mais, représentant la commune, il représente, c'est-à-dire que l'ensemble des éléments de la population nationale représentés dans cette commune. Donc, on sait bien que le député, même le député est élu au niveau d'une circonscription électorale déterminée. Mais cela n'a pas empêché à la Constitution de dire que le député représente l'ensemble de la nation. Les fictions juridiques existent. C'est-à-dire que le législateur, quand il consacre une fiction juridique, elle doit être prise comme telle. Et s'agissant de la question de la représentation, Monsieur Tongen, nous avons autour de nous des expériences qui nous parlent. La République en marche, en France, est créée en 2016, en avril 2016. Le jour même de sa création, la République en marche a 40 parlementaires, plus de 100 conseillers, plus de 100 élus locaux. La République en marche. Les dernières élections municipales et législatives en France remontaient à 2012. La République en marche a fait comment? Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire. Notez bien, cet article 15, qui parle de l'interdiction du mandat impératif, impliquant le nomadisme politique, et je suis en train de dire transfert du mandat au parti d'accueil, c'est le même que l'article 27 de la Constitution française actuelle. Vous prenez l'article 27, c'est rédigé exactement dans les mêmes termes que l'article 15 de notre Constitution. Vous prenez l'article 96 de la Constitution ivoirienne, c'est la même chose. Le député représente l'ensemble de la nation, tout mandat impératif. L'article 80 du code de la Constitution béninoise. Mais ces pays nous parlent. Je suis fonctionnaire des Nations Unies en Côte d'Ivoire en 2001. En 2021, Laurent Gbagbo est encore incarcéré à La Haye. Entre-temps, les élections législatives ont lieu en Côte d'Ivoire le 6 mars 2021. Laurent Gbagbo n'est pas encore là. Ayant laissé le FPI en allant en prison, c'est Afin Guessan qui décide de prendre la tête. Cela crée une dissidence. Les pro-Gbagbo créent un nouveau parti politique qu'ils appellent EDS. EDS fait une coalition avec le PDCI. C'est ensemble qu'ils vont à l'élection législative. La coalition EDS-PDCI remporte des sièges. C'est en juin que Laurent Gbagbo arrive. Quand il arrive, il lance le PDCI quelques mois après. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'élection législative entre-temps. Le PDCI a des députés. Si vraiment parce le passage... Parce que là-bas, la loi reconnaît les coalitions. Ce n'est même pas une question de coalition. Non. Écoutez, aujourd'hui, quand je parle de PDCI, en fait, oui, en Côte d'Ivoire, oui, effectivement, la loi ivoirienne connaît les coalitions, mais en fait, ceux qui ont rejoint le PPACI, en tout cas, la coalition EDS-PDCI a éclaté. Dont les députés, en seulement faveur à Laurent Gbagbo, ont rejoint le PPACI. Ceux qui étaient du PDCI ont rejoint leur parti politique. C'est là bien la preuve. Lorsque vous voyez que ces pays s'appuient sur les textes rédigés dans les termes identiques à ceux du Cameroun, c'est l'application de l'interdiction de mandat impératif avec son corollaire, qui est le nomadisme politique, et le transfert au parti d'accueil de tous les attributs associés au mandat. Le PPACI aujourd'hui a des députés. Le PPACI n'a jamais pris part à une élection législative. Comment cela se fait? Vraiment, que l'on soit sérieux. J'ai examiné un rapport de l'Assemblée parlementaire.